Comment j'ai réussi reçoit ce matin Yasmine Douadi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Risque Intel. Vous êtes une spécialiste des enjeux et des risques liés au numérique. Vous produisez notamment un podcast sur les questions de cybersécurité. Quelles sont les tendances actuelles? Quel est l'état de la menace en France en matière de cybersécurité? Alors c'est vrai que depuis 2 ans, on parle beaucoup de l'IA, puisque le grand public a découvert via pas mal de LLM cet outil. Et c'est vrai que l'IA aujourd'hui est un outil qui est autant utilisé par les spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui, mais également par les attaquants. Ça leur a permis de pouvoir multiplier, de donner un coup de boost aux campagnes, ce qu'on appelle les campagnes de phishing, c'est-à-dire les mails ou les SMS que vous allez recevoir et qui vont tenter de vous arnaquer tout simplement en vous demandant de cliquer sur un lien. Et c'est vrai qu'avec l'IA, on a pu en fait tout simplement augmenter de façon exponentielle le nombre d'attaques qui ont été faites, mais surtout pouvoir aussi les traduire, puisque pendant très longtemps... Ils étaient truffés de fautes d'orthographe. Voilà, c'était relativement facile de les détecter. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Vous avez des mails et des SMS qui sont parfaitement bien écrits, avec une grammaire exceptionnellement bien et correcte. Et puis surtout, ça permet à des langues rares de pouvoir être traduites. Donc c'est vrai que l'IA aujourd'hui a boosté finalement ces cyberattaquants pour augmenter les attaques. L'IA est un outil pour fabriquer des cyberattaques, mais c'est aussi un outil pour s'en protéger. Absolument. Alors, nous, en cybersécurité, si vous demandez à n'importe quel expert, il vous répondra que l'IA n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est intégré dans les outils depuis très très longtemps. On va dire que c'est le grand public qui en a pris conscience. Et c'est là où l'importance aujourd'hui de comprendre en quoi la cybersécurité rentre dans la vie de tout le monde. Typiquement, aujourd'hui, on est sur Radio Classique. Donc, on peut penser que la musique ou le secteur de la musique n'est pas du tout touché par la cybersécurité. Eh bien, pas du tout. J'ai échangé récemment avec des experts de Believe. Believe qui est justement un distributeur numérique de musique et un label indépendant, qui nous expliquait que les hackers vont utiliser justement des leaks pour pouvoir faire chanter les artistes et leur demander donc des rançons pour pouvoir ne pas les sortir avant les dates officielles de sortie des titres. Donc vous me dites qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun secteur épargné? Absolument pas, même la musique, vous voyez. Ouais. Est-ce que les entreprises investissent suffisamment en matière de cybersécurité? Pas encore. Pas encore assez. Voilà. Elles ont pris conscience du Elles ont problème. pris conscience. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible de passer à travers la compréhension de ce que c'est que la cybersécurité, l'actualité truffée de fuites de données. Je pense qu'on a tous vu 2025 avec de très grandes enseignes, Free, France Travail et autres, se faire hacker, donc avoir des millions de données de citoyens se retrouver dans la nature. Donc la compréhension du risque, je pense qu'elle est bien admise aujourd'hui. Les budgets sont mis en place quand même pour sécuriser les systèmes d'information, mais vous demanderez à n'importe quel expert, on vous dira que c'est toujours pas assez et qu'il faudra un petit peu plus. Donc il y a une prise de conscience, mais à améliorer encore, je dirais. La Russie est souvent montrée du doigt. Est-ce qu'avec la dégradation du climat géopolitique mondial, la menace a réellement pris une autre forme, ou est-ce que c'est relativement facile d'accuser la Russie, mais ça ne correspond pas toujours à la réalité ? Alors, il y a eu une autre forme, effectivement, dans la guerre, j'ai envie de vous dire, qui se met en place, puisqu'on est passé de l'espace physique, de la guerre, on envoie des hommes se battre, à l'espace numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace numérique est un espace de conflictualité dans lequel on va avoir ce qu'on appelle la cyberguerre. Et effectivement, dans le cadre du conflit qu'on a pu avoir entre la Russie et l'Ukraine, on a pu voir des attaques et des tentatives de déstabilisation qui sont passées par l'espace numérique et notamment par le hacking, tout simplement, d'espaces assez sensibles. Et on parle de la Russie, c'est vrai qu'on pointe souvent la question de la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cybersécurité, c'est compliqué finalement d'attribuer une attaque à un pays, parce que voilà, vous avez toujours des méthodologies qui permettent de rebondir sur d'autres espaces géographiques, donc c'est très compliqué et très sensible. Pour autant, récemment, le gouvernement, donc cette année, a pointé du doigt et a annoncé que APT28, donc qui est un groupe en fait de hackers assez connu, était directement rattaché au renseignement russe. Dans votre blog sur la cybersécurité, vous évoquez souvent la question de l'être humain. On dit souvent que le maillon faible en matière de cybersécurité, il est entre l'écran et la chaise, c'est-à-dire l'être humain. On peut améliorer la formation des salariés dans les entreprises, les sensibiliser à la question de la cybersécurité, mais on sait qu'avec l'être humain, le risque zéro n'existe pas. Est-ce que ça, c'est la partie incompressible du métier ? Vous avez dit quelque chose de très intéressant, le maillon faible. Et je disais la même chose il y a quelques jours avec un directeur de la cybersécurité qui m'a dit non, il faut voir les choses différemment. Il ne faut pas le voir comme un maillon faible, mais bien comme le premier rempart d'une entreprise. Et déjà, si on a cette approche-là, on va peut-être valoriser la position des collaborateurs qui finalement, n'y peuvent rien. On est attaqué aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, pour autant, oui, la dimension humaine est extrêmement importante parce que aujourd'hui, quand on regarde les attaques qui aboutissent, ce sont rarement des attaques particulièrement complexes. On imagine toujours des attaques très très abouties, très élaborées. En réalité, c'est souvent des erreurs assez simples et notamment l'erreur humaine, c'est-à-dire le monsieur ou madame tout le monde qui va cliquer sur un lien parce qu'il va penser que c'est un mail qui est issu de son entreprise ou de son opérateur. Avec souvent 2 leviers, l'émotion et l'urgence. Toujours. Si vous recevez un mail ou un SMS qui vous demande de faire une action de façon urgente, il faut toujours
prendre le temps. L'une ce qu'on appelle le smishing, donc c'est le phishing, mais via SMS, qui est très très répandu en ce moment, et je pense que les téléspectateurs qui nous écoutent, pour beaucoup, l'ont reçu. C'est ce fameux SMS de Amazon ou de n'importe quel... Le colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Le colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Donc pour pouvoir le mettre en point relais, il faut cliquer sur un lien. Ça, c'est un red flag. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, puisqu'on vous demande une action rapide, et quelque part, vous avez ce sentiment... Avec la peur que le colis reparte. Exactement, un sentiment d'urgence et un sentiment de devoir réagir dans l'instantanéité. Et c'est là où, justement, il faut toujours prendre un peu de recul, surtout dans cet espace numérique dans lequel on vit. J'avais échangé il y a 1 an ou 2 avec un spécialiste de la cybersécurité qui me parlait de l'armageddon cyber. C'est la fameuse crainte d'une attaque planétaire qui va paralyser le monde entier. C'est toujours d'actualité ? Alors je pense que c'est une crainte que vous allez toujours avoir, mais vous savez, c'est un petit peu la même crainte qu'on peut avoir vis-à-vis de l'IA aujourd'hui, où on vous dit, imaginez une IA qui demain pourrait prendre contrôle ou remplacer l'être humain. Voilà, la technologie, c'est quelque chose de fabuleux, mais il y a toujours des questions à se poser. Maintenant, sur une cyberattaque mondiale, je sais qu'il y a des études qui sont faites pour pouvoir trouver des solutions, pour avoir des plans A, des plans B et des plans C. J'espère qu'on n'en est pas encore là, mais effectivement, c'est une crainte qu'on peut avoir. Mais comme toute crainte, j'ai envie de dire, c'est que vous le disiez très bien, le risque zéro n'existe pas. Comment est-ce qu'on choisit une entreprise de cybersécurité ? Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a de très belles pépites françaises. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le baromètre de Wavestone. Wavestone, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité, qui chaque année va vous sortir justement un panorama des entreprises et solutions françaises en cybersécurité, et qui est exceptionnellement bien fait. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Pendant qu'on échangeait, j'ai reçu un SMS. Le colis ne rentrait pas dans votre boîte aux lettres. Veuillez choisir un point relais via... et avec un lien à cliquer. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Ne pas cliquer dessus. Merci beaucoup pour votre expertise. Yasmine Douadi, fondatrice de Risk Intel. Vous avez un blog sur la cybersécurité. Où est-ce qu'on le retrouve ? Alors, vous nous retrouvez sur LinkedIn, sur YouTube et sur Instagram. Et vous avez toutes les dernières informations en matière de cybersécurité. 6h21, on va parler retraite à présent avec Nathalie Janson. Qu'est-ce que le système de retraite par répartition ? Est-ce qu'il est toujours adapté ? C'est les classiques.